Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast donc en Île-de-France avec l'INSTEP, avec donc Florence Bourgeois, donc qui est responsable de centre de l'INSTEP à Saint-Denis, Île-de-France donc, et Bachir Benzazouz qui est accompagnant donc auprès de 2 cohortes des tours créatifs. Alors pour commencer, je vais vous demander de présenter votre dispositif régional, vos chiffres clés, le nombre de cohortes de bénéficiaires, leur profil, etc. Oui, donc sur INSTEP Léo Lagrange Île-de-France, on a mis en place 4 cohortes. Pour les cohortes 1 et 2, elles ont commencé, la cohorte 1, elle a commencé au mois d'octobre 2021. Et la cohorte 2, elle a commencé fin janvier, vers le 26 ou 27 janvier 2022. Voilà. Ensuite, on a ouvert 2 autres cohortes. Donc ces cohortes-là, elles étaient complétées par la première 13 personnes, 13 bénéficiaires, et la deuxième 14 bénéficiaires. Donc pour les 2 premières cohortes, on avait donc 27 personnes. Et puis depuis le mois de juillet, on a ouvert une 3e et une 4e cohorte, donc dont Monsieur Benzazouz est l'animateur. La première cohorte, en fait, et la deuxième cohorte, l'animateur, c'est l'animatrice, c'est Madame Charazet Tapchiche. Voilà pour la présentation. Bachir, je te laisse dire les chiffres des 3e et 4e cohortes. Oui, merci. Donc, pour la 3e et la 4e cohorte, elles ont commencé ensemble, donc c'était au mois de juillet, et elles comprennent en fait 15 bénéficiaires chacune. Merci à tous les deux. Donc, juste pour les profils maintenant de vos bénéficiaires, donc je vous rappelle que vos 4 cohortes, j'indique que vos 4 cohortes sont adossées à un BOP 104. Donc, parlez-nous un peu de la spécificité de votre public. Je ne sais pas, Florent, Bachir. Oui. Alors donc, on a décidé dès le départ, dès la mise en place de ce dispositif, que les bénéficiaires des tours soient en fait les mêmes qui suivent chez nous les formations linguistiques dans le cadre du BOP 104, formation linguistique avec le département et la préfecture. C'est une particularité parce que en quoi c'est une spécificité, parce que ce qui me paraissait normal au départ, c'est que quand j'ai lu le cahier de charges des tours, on parlait de public inscrit ou personnes inscrites, demandeurs d'emploi de longue durée, inscrites dans les agences d'intérim et qui n'arrivent pas à décrocher des contrats de longue durée. Et nous avons choisi ça parce qu'il me semble que c'est une question qui, en même temps, résout un problème qui est celui, d'après moi, de la discrimination des publics. Parce que nous avons des publics migrants qui sont en France depuis plus de 5 ans, ou moins de 5 ans, et qui, eux, ne bénéficient pas des parcours d'accompagnement en droit public. Donc, il m'a semblé que c'était très important pour eux de pouvoir bénéficier d'un accompagnement spécifique qui s'adosse à la formation linguistique et qui leur permet en même temps de valoriser leur parcours migratoire, leur qualification, même antécédente dans leur pays d'origine, et leurs compétences, et les mettre en jeu dans le marché du travail français, pays où ils vont résider, où ils vont demeurer le plus longtemps possible, peut-être jusqu'à la fin de leur vie. Donc cette spécificité, elle, même si elle porte en elle-même un frein qui est le frein linguistique, elle a permis à nos apprenants, à nos bénéficiaires, de se valoriser, de se dire qu'ils sont effectivement capables d'intégrer le marché du travail. Et les profils sont divers et variés.
Donc, on a les personnes qui ont déjà travaillé dans leur pays d'origine et qui cherchent à intégrer le marché du travail en France. On a des personnes qui ont des diplômes français que nous accompagnons pour la reconnaissance de leurs diplômes en France. Et on a en même temps les personnes qui n'ont jamais travaillé dans leur pays d'origine et qui aimeraient, qui souhaiteraient découvrir le marché du travail en France. Donc cette variété, cette multiplicité de parcours et de profils, elle est en elle-même riche et elle enrichit le dispositif d'accompagnement. Merci beaucoup Bachir. Justement, ces personnes donc qui viennent, qui sont sur le Bob 104 aussi, comment vous les avez sourcées? Comment vous les avez recrutées? Donc qu'est-ce qui a fonctionné dans votre sourcing? Qu'est-ce qui a moins fonctionné? Sachant qu'il y a bien sûr des grandes difficultés auprès d'autres partenaires. Enfin, globalement, il y a de grandes difficultés actuellement sur le sourcing. Vous, comment vous procédez? Merci. Alors, je vais donner un point de vue général et ensuite je vais m'appuyer sur mon expérience ici à l'INSTEP. C'est que on peut se poser la question, puisque nous avons un site internet de l'INSTEP, et sur ce site internet de l'INSTEP, on a bien mis des tours créatifs vers l'emploi. Donc, automatiquement, on se dit on doit s'attendre à des prescriptions de partenaires professionnels comme Pôle emploi ou la mission locale, etc. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, nous, comme on est un centre connu sur le territoire nord, en Île-de-France, pour nos formations linguistiques, donc on a mis en place une plateforme d'accueil des candidats qui viennent, que ce soit pour la passation des examens ou la recherche de formation, quelles que soient les formations. On l'a fait chaque mercredi, je m'en occupe, je suis le référent de l'accueil. Et la demande, elle est très importante, elle est très forte. Et quand je reçois les personnes, en fait, ils expriment deux choses. Un, le besoin de la suite de leur parcours de formation linguistique et en même temps le besoin d'intégration professionnelle. Parce que la question de l'emploi, elle est aussi posée. Et c'est comme ça que j'ai pu en même temps recruter pour le Bob 104 et pour des tours, et c'est le même public qui participe aux deux actions. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc on a mis en place cet accueil, comme vient de le dire Bachir, parce qu'il y a une vraie demande sur notre territoire. La question du Bob 104, elle a été étudiée en interne, mais on a très très vite répondu à cette question. Notre public, ici, dans le territoire nord de l'Île-de-France, c'est un public primo-arrivant, c'est un public migrant, etc., enfin, voilà, qui vient d'arriver et qui n'a pas de solution. Donc, ça s'est complètement imposé, c'était totalement en cohérence avec le public qu'il y a sur le territoire. Voilà. Alors pour revenir un peu le site internet ou d'autres sites, j'imagine. Enfin, après, des tours créatifs ne rentraient pas forcément dans les sites type de Kelio, etc., puisque c'est pas une formation, mais un accompagnement. Donc la visibilité était en effet moins grande que d'autres types de formations. Mais tu parlais, Bachir, quand même des pôles emploi, missions locales, enfin des prescripteurs classiques. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi justement il n'y a plus de, vous avez moins de prescriptions, en tout cas ça n'a pas marché sur des tours créatifs? On n'a pas franchement de réponse à cette question. On a contacté donc tous nos partenaires, tous nos prescripteurs habituels. Il faut savoir que le problème de sourcing, il n'est pas inhérent à des tours créatifs, mais il est inhérent à tous les dispositifs et puis aux décisions, encore en amont, aux décisions politiques qui ont été mises en place tout à fait dernièrement. Donc, oui, on a eu un problème de sourcing sur des tours comme tout le monde et sur tous les dispositifs. Tu voulais dire quelque chose, Bachir? Oui.
et c'est pas récent, hein, c'est de tout le temps. On a eu ce problème, puisque même dans les formations linguistiques, on n'a pas de prescription, ni de Pôle emploi, ni de la mission locale, et surtout de Pôle emploi, parce que Pôle emploi, ils reçoivent quand même des demandeurs d'emploi qui sont dans le besoin de la formation linguistique, et moi je me dis heureusement que nous connaissons le territoire, qui est un territoire où le flux migratoire est très important, c'est le plus important en France, hein, en Seine-Saint-Denis. Donc on a mis en place cette plateforme d'accueil, cet espace d'accueil tous les mercredis, et ça fonctionne bien et on va continuer ainsi. Rien de mieux qu'une bonne implantation sur le territoire, en fait, donc du bouche à oreille, et, euh, et donc vous avez répondu comme ça à la non-prescription des prescripteurs classiques, quoi. Donc ça, c'est une réflexion qui avait déjà été menée avant des tours créatifs, et donc qui a aussi fonctionné pour des tours créatifs, quoi. Ok, ben merci pour toutes ces informations. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de vos parcours, donc 4 cohortes en cours, dont 2 qui sont accompagnées par Bachir. Donc à quel rythme globalement vous voyez les bénéficiaires, en individuel, en collectif, et qu'est-ce qui caractérise vos parcours, comment ils s'articulent, comment ils s'articulent aussi avec le Bob 104. Enfin, voilà. Merci. Alors, dans le parcours, hein, il y a certes cette articulation entre Bob 104 et des tours, donc c'est quelque chose d'important puisque le Bob 104 et les recommandations gouvernementales sur la formation linguistique des migrants ont mis, si vous voulez, en évidence pour les 2 dernières années l'importance de l'insertion professionnelle, que l'apprentissage du français, ce n'est pas uniquement pour apprendre la langue, mais aussi pour s'insérer professionnellement. Et je pense que c'est là où Détour est important pour ces publics-là. Comment on procède? Donc, c'est une articulation entre travail individuel et collectif. Une fois par mois, on fait de l'individuel pour, au départ, élaborer le projet individuel, professionnel de chacun. Élaborer le projet individuel de chacun, c'est aussi réfléchir sur le parcours de vie, sur l'expérience professionnelle, etc. Et ensuite, il y a des temps de travail, le reste, donc une fois par semaine, c'est le collectif. Et le collectif, on a démarré avec les tests au départ, donc tests de positionnement, tests d'auto-évaluation, des compétences, du besoin de travailler ou de retravailler et tout, et des compétences transversales ou compétences techniques elles-mêmes, les hard compétences. Et ensuite, on a travaillé sous forme d'ateliers, et dans les ateliers, c'est aussi l'échange d'expériences qui est mis en valeur. Ensuite, la réflexion sur les secteurs professionnels, particulièrement sur notre territoire, donc le bassin d'emploi. Après, c'était la réalisation ou la mise en place d'ateliers CV et lettres de motivation. Et nous avons travaillé sur la recherche de stages, parce que la période de mise en situation professionnelle est très importante, parce que pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils vont se confronter au milieu du travail en France. Donc voilà un peu l'articulation entre individuel une fois par mois et le reste en collectif. Alors, je vais peut-être commencer par le collectif. Donc, une fois par mois, c'est une journée, une demi-journée. Du coup, j'ai compris qu'il y avait comme une progression pédagogique. Enfin, c'est pas franchement une progression dans le sens, c'est gradué en montant en niveau. C'est pas ça, mais sur des objectifs pédagogiques. Donc est-ce que donc c'est des journées complètes? Est-ce que vous alternez, est-ce que tu alternes
les activités, si c'est une journée complète, enfin comment tu articules ces temps collectifs. Est-ce que c'est une fois sur deux, par exemple sur le projet créatif et une autre fois sur le marché du travail ou sur une sortie, un forum emploi, je ne sais pas, ou sur le travail sur le RecTech, etc. Et où est-ce qu'il y a une adaptation aussi aux besoins qui peuvent ressortir d'une semaine à l'autre pour les bénéficiaires? Merci. Oui, c'est-à-dire il y a beaucoup de questions dans la même question, mais effectivement, c'est des axes qui me permettent de répondre à cette question. C'est que l'atelier collectif, dans ces séances collectives, moi j'ai choisi de travailler des thématiques, donc je ne change pas les thématiques. Donc les premières thématiques ont porté surtout, parce que c'est quand même un public en difficulté linguistique, sur la compréhension des secteurs d'activité, des métiers, des compétences demandées, des compétences exigées, des compétences attendues. Et ça, c'est un travail qui a pris beaucoup de temps. Pourquoi faire ce travail au préalable? C'était effectivement pour qu'on puisse déterminer pour chacun son projet professionnel, tout en sachant que ces personnes n'ont pas une connaissance assez claire et assez évidente du milieu et du marché du travail en France. Donc, pour ne pas briser l'unité thématique de nos contenus, je préfère travailler par thématique. Ensuite, il y a des thématiques culturelles aussi qu'on aborde, et il y a le projet collectif, donc qu'on a commencé à mettre en place dans les deux groupes. Et quand on a les séances sur le projet collectif, c'est une journée entière consacrée au projet. Voilà. Par contre, les forums, par exemple les forums emploi, moi je communique l'information aux bénéficiaires et c'est à eux de se déplacer, donc je ne me déplace pas avec eux, puisque généralement ils ne correspondent pas aux journées où on a des tours, et donc c'est à eux, je leur demande d'aller se déplacer, comme ils se déplacent en médiathèque, comme ils vont aussi dans les maisons de quartier, parce que dans les maisons de quartier, il y a aussi de l'animation intéressante, culturelle, sociale, sur les droits des étrangers et tout. Et je leur indique et je leur prescris ça. Et par contre, ce qui nous reste peut-être à faire, c'est les enquêtes métiers. Et c'est la rencontre avec des professionnels en exercice. Et du coup, en dehors des... Là, je demande rapidement, mais parce que j'ai envie de rebondir sur plein de choses, là, du coup. Les autres, si c'est pas sur le projet collectif, c'est aussi une journée entière sur autre chose ou pas? Ou ça peut être une demi-journée, cette journée collective, si c'est pas sur le projet collectif? Tu as dit, c'est une journée entière quand c'est projet collectif, et pas forcément les autres fois, en fait, sur les autres thématiques. Ça peut être une demi-journée. En fait... je ne sais pas, c'est pas ce que j'ai dit, Tivane. En fait, j'ai dit dans les séances collectives, donc elle dure 7 heures, la séance collective, elle dure 7 heures. Donc 7 heures ou une thématique qui est travaillée, ou le projet collectif lui-même. C'est très clair. Du coup, on va dire, c'est les entretiens, j'imagine, qui durent 1 heure. Donc oui, c'est ça, j'ai confirmation de Bachir, puisque vous ne le voyez pas, mais je vous le confirme. Donc c'est 1 heure d'entretien, donc vous les voyez entre 7 heures et 8 heures par semaine quand ils ont entretien. Du coup, est-ce que vous jugez que c'est suffisant pour eux? J'ai compris par ailleurs, je vais reprendre tout ce que tu as dit, qu'il y avait une autonomisation des bénéficiaires en leur transmettant des informations et ils doivent faire des choses en autonomie. Donc ils ont des missions, on peut dire, entre guillemets, en dehors de ces temps de face à face.
Donc ça ne se résume pas à ces 7 ou 8 heures, bien entendu, puisqu'ils ont autre chose à faire à côté. Donc est-ce que c'est suffisant 7 heures par semaine? Est-ce que ça vous semble suffisant avec l'expérience que vous avez eue avec vos cohortes? Et par ailleurs, je voulais demander quoi? J'avais une autre question, mais on va répondre déjà à celle-là, puisque j'en fais 15 en une, donc déjà celle-là, ce sera pas mal. Du coup, est-ce que 7 heures, c'est suffisant par rapport aux expériences que vous avez eues sur vos cohortes? Est-ce que ce rythme-là vous paraît être le bon, en résumé? Oui, moi il me semble que c'est un bon rythme. 7 heures de travail dans l'accompagnement des tours me semble un temps idéal, effectivement, pour pouvoir réaliser le projet de chacun et de tous. Seulement au début de... Pardon, oui. Ils ont le BOP 104, mais seulement au début de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'ils ont au total 210 heures, c'est le temps alloué au BOP 104, réparti sur 2 jours. Donc ça fait quand même quelques mois, mais ça ne fait pas un an. C'est-à-dire que très rapidement, ils vont ne plus avoir que des tours, enfin que cet accompagnement-là. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Bachir, c'est-à-dire que l'autonomisation, quand ils leur demandent d'aller à tel forum ou à telle maison de quartier, etc., ce temps-là, effectivement, est très important, puisque c'est un temps à la fois d'autonomisation. Ça permet aussi aux bénéficiaires de rester dans l'action tout au long de la semaine, malgré une seule journée, seulement 7 heures de face à face, en fait, 7 heures ou 8 heures s'il y a un accompagnement individuel. Voilà. Eux sont pas demandeurs de plus? En fait, par rapport à cette question, parce que on se demande est-ce que ça leur suffit dans un accompagnement vers l'emploi, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse... Est-ce que ça suffit? C'est plutôt, est-ce que c'est le bon rythme, en fait? Parce que ça oui. pourrait être 7 heures, mais 2 Oui. fois 3h30 aussi. C'est ça. Ce serait 2 déplacements, mais en même temps, ça implique 2 déplacements, donc ça joue sur leur mobilité. Enfin, c'est ça. Réflexion. Mais oui, la question elle est intéressante en fait, parce que il nous est arrivé, enfin d'après mon expérience, j'ai travaillé comme accompagnement sur les prestations Pôle emploi, et on avait un accompagnement de 3 mois, mais intense. Donc, alors que là, c'est étiré dans le temps, et je pense que c'est aussi un bon rythme. En même temps, peut-être la difficulté que pose ce rythme-là, de une journée ou 2 demi-journées, mais de toutes les façons, 7 heures en collectif et 1 heure par mois en individuel, c'est la difficulté de maintenir l'accompagnement pour ces publics-là. Et on essaye de répondre à ça, parce qu'au départ, comme l'a souligné Florence, ils sont avec nous en formation linguistique, mais après, quand elle se terminera, cette formation qui dure à peu près 3 mois, c'est là où on a besoin effectivement de les mobiliser plus, puisqu'ils ne sont avec nous que pendant ces 7 heures-là. Et on a vu dans le groupe 1 et 2 certains bénéficiaires qui ont lâché parce que peut-être qu'ils étaient dans un besoin, une demande de plus de temps, plus de prise en charge, vu les difficultés qu'ils ont du point de vue linguistique et connaissance du terrain, des codes, voilà, d'être accompagnés. Oui, il y en a qui ont sans doute besoin. Après, voilà, est-ce qu'il peut y avoir une flexibilité là-dessus, justement? Enfin, j'allais poser la question maintenant, même si on peut parler encore longtemps de ces articulations de parcours, de ces temps de face à face, etc. Mais c'est la communication entre les bénéficiaires. Est-ce qu'il y a, parce que il me semble qu'il y a des groupes WhatsApp qui sont créés, qui les animent. Est-ce que ça aussi, ça permet pas justement de les maintenir motivés sur le dispositif, donc en dehors de ces temps de face à face?
Oui, donc c'est vrai, on utilise dans des tours le WhatsApp collectif et on l'utilise aussi dans nos autres formations. Et le WhatsApp collectif dans des tours, il est géré, administré, animé par les délégués de groupe. C'est-à-dire que nous, on a accès, moi personnellement, j'ai accès à ce, puisque je suis intégré dans le et je peux intervenir pour donner des instructions, des conseils, etc. Mais je les laisse animer eux-mêmes leur propre espace de communication avec leurs délégués. Et donc, ça donne quoi? Alors, ça donne, moi, je pense, hein, ça donne deux bonnes choses. La première, sur le plan organisationnel, où on a une vue comme ça à chaque fois sur un bénéficiaire qui arrive en retard, un bénéficiaire qui a un empêchement, un bénéficiaire qui est absent, qui est malade et tout. Donc on a tout de suite, instantanément, la communication et l'information. Et du point de vue de l'échange, c'est l'échange entre les bénéficiaires sur moi j'ai contacté telle entreprise et ils prennent des stagiaires. J'ai assisté à la maison de quartier à une animation autour de l'emploi et des secteurs d'activité qui recrutent. Et il y a un échange comme ça entre les bénéficiaires et qui apporte beaucoup de choses à chacun. Après, du coup, est-ce que tu leur as quand même donné des instructions pour animer ce WhatsApp? Est-ce que les délégués doivent quand même tous les jours, toutes les semaines, ou tous les jours où ils sont pas ensemble? Enfin, tu vois, il y a une espèce de rythme où il doit y avoir des messages d'envoyer ou pas. C'est selon s'il y a des infos à diffuser ou, enfin voilà. En fait, je n'ai pas personnellement donné de conditions, comment ils doivent. Ils le font eux-mêmes. Je constate qu'ils le font presque tout le temps. Et je trouve ça très important pour le groupe. Est-ce que ça les garde motivés? Ça les garde motivés, ça les garde dans ce travail collectif, parce que le travail il est collectif aussi, où chacun apporte quelque chose aux autres, hein, au groupe. Et on a même remarqué justement quand il leur reste uniquement la journée de détour, quand ils finissent les formations linguistiques, ils restent toujours en contact sur ces groupes WhatsApp. C'est ce que j'ai vu dans le groupe 1, la cohorte 1 et 2, où ils communiquent encore et ils communiquent toujours, même quand il y a des sorties positives. Et même les personnes qui ont trouvé du travail continuent à communiquer avec leurs camarades sur le groupe WhatsApp. C'est super, enfin, ça veut dire que la cohésion de groupe a fonctionné, quoi. Du coup, c'est top. Votre dispositif, comme on l'a dit, est adossé donc au dispositif départemental BOP 104. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ils sont articulés? Ça, on l'a déjà vu. Mais quelle est la valeur ajoutée pour le BOP 104, pour le département, justement, d'adosser ce dispositif au détour créatif? Alors la valeur ajoutée, c'est la dimension professionnelle, hein, qui est moins présente sur le dispositif BOP 104 stricto sensu, quoi. Donc effectivement, en alliant ces deux dispositifs, on a à la fois pour le public, encore une fois, qui est inhérent à notre territoire, une réponse aux besoins linguistiques et à la fois une réponse aux besoins d'insertion pro. Donc c'est très bien perçu par le département. On a de très bons retours. D'ailleurs, à chaque fois qu'on fait un copil, que ce soit pour le BOP 104 ou pour des tours créatifs, on invite le département et il ne manque pas de venir. Ça a été un vrai plus. Et c'est un plus. Donc là, il y a vraiment eu valeur ajoutée de détour créatif qui est venue un peu combler un manque. Enfin oui, c'est vraiment une complémentarité en tout cas des deux dispositifs, ce qui était l'objectif aussi dans Détour créatif, d'être complémentaire du droit commun
Donc là, vous y êtes complètement avec cet adossement. Euh, Après, je voulais que vous parliez des difficultés principales que vous avez pu rencontrer dans la mise en œuvre de ce dispositif, si vous en avez rencontré. Est-ce que on parlait tout à l'heure des prescripteurs, on se disait on n'a pas vraiment d'idées, mais c'est un dispositif, en tout cas sur d'autres, c'est des retours sur d'autres régions, qui peut être difficilement compréhensible, enfin qui est tellement flexible et adaptable que parfois on est un peu paumé, on va dire. Et les équipes sont un peu paumées, mais aussi les prescripteurs ne le comprennent pas vraiment. Est-ce que vous avez eu des difficultés dans la mise en œuvre de ce dispositif? Je vais d'abord répondre et puis je donnerai le micro à Bachir par la suite. La première difficulté que nous avons rencontrée, c'est trouver la bonne personne, les bonnes personnes qui prendraient en charge ce dispositif. Et pour tout dire, on n'a pas trouvé tout de suite. Donc ce qui fait que pour la première cohorte, elle a été plutôt malmenée si on regarde voilà, le suivi, parce que plusieurs personnes. Vous avez expérimenté le profil idéal. Voilà, mais on n'a pas trouvé tout de suite. Et puis, comme c'est un dispositif qui est très innovant, que nous, on n'avait jamais mis en place, et je ne sais pas d'ailleurs si ça avait déjà été mis en place précédemment, donc nous aussi, on tâtonnait. C'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement qui on cherchait, dans le fond. Donc, on a essayé un animateur qui ne connaissait rien à la formation. On a essayé, voilà, 2 ou 3 personnes, et ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de cohésion de groupe, il n'y avait pas de suivi, ça patinait, on était très insatisfaits. Jusqu'à ce qu'on trouve, jusqu'à ce qu'on réfléchisse et qu'on se dise, bon, alors ce qu'il nous faut, c'est vraiment un accompagnant et qui soit aussi formateur, qui ait aussi à l'esprit les paliers, les caps d'apprentissage pour ce public spécifique-là. Donc ça a été une première difficulté, voilà, qu'on a surmontée. Vous avez rebondi, voilà. Je te laisse. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Hein. Donc, moi, je ne vois pas au dehors de cette difficulté que j'ai constatée moi-même, puisque dans la cohorte 1 et 2, le recrutement, c'est moi qui l'avais. Donc, j'ai constaté effectivement qu'on a essayé deux intervenants, 2 accompagnements, et puis ça n'a pas marché. Voilà, et la réponse de la direction, elle a été faite ainsi, et j'espère que ça va bien fonctionner cette fois-ci. Avec, il y a des cohésions de groupe, il y a pardon, donc je dis, c'est déjà gagné avec nos deux accompagnants, oui, voilà. Merci Bachir. Avec nos 2 accompagnants, déjà c'est gagné. On a une cohésion de groupe, on a des projets collectifs, on a moins de départs, ce qui est tout à fait normal. Hein, quand on malmène un groupe comme ça et qu'il n'a pas un accompagnant fixe, évidemment, ils s'en vont, c'est normal. Hein. Donc on a moins de départs, ou les départs qu'on a, ce sont des départs positifs, c'est-à-dire en emploi, en formation qualifiante, etc. Donc c'est déjà gagné. On a déjà trouvé notre façon de fonctionner. Voilà. Mais au début, ça n'a pas été évident du tout. Merci beaucoup. Dernière question, puisque je pense que le temps a quand même bien filé. C'est ça quand c'est intéressant, hein, on ne voit pas le temps passer. Qu'est-ce que des points positifs, les bonnes pratiques, une ou des bonnes pratiques que vous avez vous expérimentées et qui pourraient être propagées, même si on en a donné beaucoup en parlant déjà, et des axes d'amélioration que vous pourriez voir pour ce dispositif, hein, globalement, votre dispositif sur votre territoire, mais globalement au national aussi. Voilà. Est-ce que des bonnes pratiques à partager et des axes d'amélioration? Qui y va? Bachir. Pour les bonnes pratiques, donc on a déjà répondu, on a vu un petit peu comment on travaille, et j'imagine que les accompagnants dans les différents groupes des tours ont chacun ou chacune
leur propre pratique de l'accompagnement. Nous, on a mis en œuvre un accompagnement qui est propre à nous et on espère que les résultats seront satisfaisants. On a vu ça dans le groupe 1 et 2. Maintenant, chacun a ses pratiques. Moi, je ne peux pas dire qu'il y a un point sur lequel j'insiste et qui serait la bonne recette pour tout le monde. Mais je pense que c'est être dans un accompagnement bienveillant avec les apprenants. Bienveillant. La bienveillance est quelque chose de très important, même si ce terme de bienveillance ne paraît pas avoir un impact sur le réel. Mais il est réellement pour nos bénéficiaires. Les axes d'amélioration, moi je pense que personnellement, ce qui me reste à mettre en œuvre pour nos apprenants, c'est pouvoir réussir à avoir des professionnels qui viennent partager leur expérience avec nos bénéficiaires ici dans notre espace d'accompagnement. Oui, bah, merci beaucoup Bachir. Après, je pense que c'est un des objectifs de beaucoup de partenaires. C'est vrai qu'on a basé beaucoup sur la confiance en soi, l'estime de soi, le travail des soft skills, etc. Et aujourd'hui, oui, pour qu'on ait des sorties positives, puisque là, on doit être au maximum de nos bénéficiaires, enfin, on n'en a pas tant que ça qui sont sortis au final, puisqu'on a démarré tard nos cohortes, mais c'est qu'on introduise en effet l'entreprise dans le dispositif par différentes manières, mais je pense qu'en effet, c'est un axe d'amélioration qu'on peut même donner au national. Donc, merci beaucoup. Si vous avez rien d'autre à ajouter, on peut conclure. Alors, je vais donner le mot de fin à Florence. Ce qui est particulièrement intéressant dans Détour créatif vers l'emploi, c'est justement ce temps qui est donné à chaque bénéficiaire, à chaque accompagnant, de suivre le parcours et d'accompagner pendant 12 mois jusqu'à 15 mois. Bachir parlait tout à l'heure d'un dispositif Pôle emploi, ce sont des dispositifs très courts, en intensif, etc. Et et si c'est pas marche ou crève, mais quasiment. Ce dispositif-là, il a l'avantage justement de s'installer dans le temps, de s'inscrire dans le temps. Je pense que ça c'est quelque chose, mais qu'il faut garder impérativement. Bah, merci beaucoup Florence pour ce mot de fin. Merci beaucoup Bachir. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt, Tiffany, merci. Au revoir.